Bonjour à tous, bienvenue sur Prof Simon TV. Aujourd'hui, les lois de Newton ou comment relier l'action des forces sur un solide avec son mouvement. Voilà. Alors, tout d'abord, un petit point sur la troisième loi de Newton. Ah oui, on ne les fait pas dans l'ordre. La troisième loi de Newton dit que lorsqu'il y a une force qui s'exerce sur un objet, cet objet exerce une force en retour, c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'action mécanique unilatérale. Quand un objet exerce une force sur un autre objet, ce deuxième objet exerce la même force avec des caractéristiques légèrement différentes, notamment au niveau du sens, mais il exerce la même force sur le premier objet. On résume cette loi en écrivant le vecteur force de l'objet A sur l'objet B égale moins le vecteur force de l'objet B sur l'objet A. Voilà, ça c'est la troisième loi. Maintenant, les deux premières lois s'appuient sur la vitesse de l'objet. Donc, petite précision, la quantité de mouvement. La quantité de mouvement, c'est une grandeur qui permet de caractériser l'inertie de l'objet, c'est-à-dire sa capacité à voir son mouvement modifié. Cette grandeur dépend de la masse de l'objet et de la vitesse. Et vous pouvez constater que c'est une valeur vectorielle. Il est bien évident que plus un objet se déplace vite et plus il a une masse grande, plus il va être difficile de modifier son mouvement, que ce soit pour l'arrêter, le mettre en mouvement ou le faire tourner. Voilà, c'est ça que représente cette grandeur quantité de mouvement. Plus elle est grande et plus cet objet a du mal à modifier, à voir son mouvement modifié. Voilà. Alors, la première loi, vous l'avez vue en seconde, elle s'appelle la première loi de Newton ou principe d'inertie. Principe d'inertie dit que dans un référentiel terrestre galiléen, donc dans lequel on a oublié que la Terre tourne sur elle-même, dans ce référentiel terrestre galiléen, lorsque la somme des forces extérieures appliquées au solide est nulle, alors le mouvement de l'objet est rectiligne, uniforme ou immobile si l'objet est immobile au départ. Il n'y a pas de modification du mouvement. Tout objet dont les forces sont nulles ou se compensent voit sa vitesse constante, donc son mouvement rectiligne uniforme. Vous voyez que si la vitesse est constante, le vecteur vitesse est constant, donc le vecteur vitesse est un vecteur qui est collinéaire à lui-même au cours du temps. À ce moment-là, si je calcule l'accélération de cet objet, c'est-à-dire la dérivée de la vitesse par rapport au temps, je tombe sur une accélération nulle, puisque la vitesse étant constante, la dérivée d'une constante égale 0. Voilà, donc l'accélération égale 0. Donc si l'objet est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, ça veut aussi dire que la somme des forces égale vecteur nul. Ça a pour conséquence sur la quantité de mouvement que cette quantité de mouvement pour l'objet au cours du temps est une constante. Et donc à n'importe quel moment, vous pouvez calculer la quantité de mouvement et retrouver cette valeur à n'importe quel moment du mouvement. Ça, c'est intéressant pour des systèmes qui vont se séparer, donc des systèmes où vous avez plusieurs objets dans le système d'études, et donc c'est des objets indépendants qui vont se coller les uns aux autres ou se décoller les uns des autres. Donc
particulièrement par exemple pour le décollage de la fusée. Si on considère le système gaz et fusée, lorsque la fusée éjecte les gaz se séparent de la fusée, mais la quantité de mouvement de l'ensemble, gaz plus fusée, va rester constante. Voilà. Et donc on va pouvoir calculer des vitesses à la suite de chocs ou de séparation de systèmes d'objets. Alors, voilà, ça c'est pour la première loi. Maintenant, pour la deuxième loi, c'est le prolongement de la première. Donc dans la première loi, on a vu que la somme des forces appliquées au système est nulle. Dans la deuxième loi, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées au système n'est pas nulle. Et donc, il va s'en suivre que donc, le vecteur vitesse n'est pas constant. Mais expérimentalement, on a pu voir dans le travail pratique que la variation du vecteur vitesse, donc l'accélération, et la somme des forces, donc le vecteur somme des forces, sont deux vecteurs qui ont le même sens et la même direction. À quoi ça va nous servir ? Fondamentalement, à pouvoir déterminer les coordonnées de l'accélération à partir de l'analyse des forces. Voilà, regardez, ça se passe comme ça. La deuxième loi, elle est définie comme la somme vectorielle des forces extérieures égale à la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. Si la masse de l'objet système est constante, alors la dérivée de la quantité de mouvement peut s'écrire masse fois dérivée de la vitesse par rapport au temps, puisque on va sortir la masse de la dérivée, puisque c'est une constante. Voilà. La dérivée de la vitesse en fonction du temps correspondant à l'accélération, on va retrouver la formule générale que l'on utilise le plus couramment en physique, à savoir que la somme vectorielle des forces appliquées au système dans un référentiel terrestre galiléen est égale à la masse fois le vecteur accélération. Voilà. Et donc ça va nous permettre, connaissant les forces qui s'appliquent au système, d'en déduire l'accélération du système. Connaissant le vecteur accélération de ce système, on va pouvoir trouver la vitesse par intégration et avec une deuxième intégration, on va pouvoir trouver les équations horaires du mouvement. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt.